j'ai passé 3 jours en enfer et que là, ça y est, ça a commencé à se stabiliser. J'ai refait une septicémie et du coup, j'ai dû revenir me faire hospitaliser d'urgence. C'est un peu compliqué. Les médecins, ils me disent qu'ils savent plus quoi faire. Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo d'actualité, on va parler pour une fois non pas d'un gros bodybuilder, mais d'une jeune femme, Luna Sky, qui a malheureusement eu une complication d'une chirurgie esthétique. La chirurgie s'est compliquée d'une infection grave et la jeune femme a passé bien plusieurs jours en réanimation. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, un pouce bleu ça soutient la chaîne, un abonnement si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos. Et donc dans cette vidéo, on va parler de chirurgie esthétique, d'infection et des problèmes des chirurgies qui se passent à l'étranger. Générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Pour introduire et résumer rapidement le sujet, Luna Sky c'est une influenceuse de télé-réalité qui a participé à plusieurs émissions. Pour être très franc, je ne suis pas vraiment la télé-réalité, j'ai pas trop le temps et c'est pas tellement mes centres d'intérêt, mais on m'a partagé l'actualité et j'ai trouvé l'histoire sur le plan médical assez intéressante puisque ce sont des problèmes en fait qu'on rencontre de façon non exceptionnelle à l'hôpital et surtout je pense que ça peut apporter des petits renseignements, on va dire des petites explications pour tous ceux qui vont regarder la chaîne. Et d'ailleurs je vais en profiter juste, je vous prie de m'excuser s'il y a des inexactitudes dans ce que je vais dire puisque j'ai essayé de trouver des résumés de son histoire, mais forcément c'est surtout rapporté par des magazines People qui, vous allez le voir, font des raccourcis un petit peu, on va dire, un petit peu banco, donc ce sera uniquement du commentaire et on va pas parler de Luna Sky en particulier. Donc pour résumer l'histoire, si j'ai bien compris, elle a fait une énième, comme c'est dit dans plusieurs magazines, chirurgie esthétique récemment en octobre, notamment pour augmenter le volume de son fessier. Donc une chirurgie esthétique est de plus en plus fréquente, parce qu'avec tous les standards de beauté actuelle, Instagram, TikTok, etc. et la mode des Kardashians, la mode actuelle c'est d'avoir des grosses fesses. Le souci c'est que pour toutes les femmes qui regardent, vous savez très bien qu'à moins d'avoir une génétique qui est naturellement, on va dire, favorable pour vous, et même si vous allez à la salle de sport, vous pouvez bien sûr faire grossir votre fessier en développant le muscle, mais c'est très difficile d'atteindre des gabarits, on va dire, un petit peu démesurés. Donc la chirurgie esthétique se démocratise, sauf que comme tout geste médical, ça peut comporter des risques et notamment des infections. Et le souci, c'est qu'elle a eu, secondaire à cette intervention au niveau de ses fessiers, donc de chirurgie esthétique, une infection qui l'a conduit en fait en réanimation en rapport avec une septicémie, donc une bactérie dans le sang avec une bactérie qui en plus est résistante aux antibiotiques, un staphylocoque doré résistant à la méticilline. On va détailler ça juste après, mais le deuxième souci, et j'ai regardé un petit peu ses stories récemment, c'est aussi qu'elle n'est pas hospitalisée en France. Actuellement, elle est dans une clinique privée de Los Angeles. Son intervention de chirurgie esthétique, j'ai pas réussi à savoir où est-ce que c'était, mais on peut supposer que ça n'a pas été réalisé en France et ça aussi, ça peut comporter des petits soucis et vous allez voir lesquels. Premièrement, pour bien poser les bases de la vidéo et bien comprendre ce qu'est une infection généralisée, on parle de sepsis sévère, de septicémie, c'est lorsque des bactéries vont se retrouver au niveau de la circulation sanguine. Les bactéries, à part dans de rares exceptions où on s'injecte directement dans les veines des bactéries, par exemple typiquement les toxicomanes qui s'injectent de l'héroïne en intraveineux et qui ne désinfectent pas le matériel, voilà, il peut y avoir un passage direct des bactéries dans le sang, mais à ces rares exceptions, souvent les bactéries entrent à partir d'un foyer d'infection qui est en général local, par exemple une infection dentaire, une infection ORL, une pneumonie, une infection cutanée, par exemple vous avez un gros bouton, vous le grattez, ça fait une infection un peu plus importante, et dans de rares cas, les bactéries peuvent rentrer dans la circulation sanguine. Et dans les chirurgies, dans toute intervention chirurgicale, dès qu'on ouvre la peau, qu'on met du matériel, que ce soit des prothèses, donc des prothèses par exemple de fessiers, des injections de, par exemple, du collagène par exemple, mais je voulais dire du silicone pour les fessiers, voilà, dès qu'on met du matériel, dès qu'on rentre dans la peau, on peut faire rentrer des bactéries. Donc c'est tout le problème des chirurgies qui doivent absolument être stériles avec de l'asepsie stricte, parce que si vous n'êtes pas stérile en fait, vous augmentez grandement le risque d'infection et on va le voir juste après, mais dès qu'il y a du matériel, donc du matériel c'est des prothèses, bref du corps étranger à l'humain, il n'y a pas de système de défense immunitaire local parce que c'est du tissu en fait, c'est quelque chose qui n'est pas vivant et donc les bactéries vont aller se loger au niveau de ce matériel proliféré et donc ça augmente grandement la probabilité qu'ensuite secondairement les bactéries
passe au niveau de la circulation sanguine, et une fois que les bactéries sont passées au niveau de la circulation sanguine, eh bien, il y a deux problèmes principaux. Le premier problème, c'est la dissémination de l'infection, c'est-à-dire qu'une fois que les bactéries prolifèrent au niveau du sang et circulent, elles peuvent secondairement avoir donc ce qu'on appelle des localisations secondaires, c'est-à-dire qu'il y a des amas de bactéries qui vont rejoindre eh bien, d'autres sites. Par exemple, typiquement, son infection à elle, on peut imaginer que ça démarre au niveau des fessiers, une infection locale, ça passe dans le sang et ensuite il y a des amas de bactéries qui vont se loger au niveau parfois du cerveau, bon c'est rare mais ça peut faire des abcès cérébraux, ça peut faire des infections au niveau des vertèbres, des spondylodycites et parfois ça peut aussi faire des infections au niveau des valves cardiaques, donc on parle d'endocardite, ce sont des infections très graves parce qu'elles sont très longues à traiter et donc voilà, à partir d'une infection localisée, dès que ça passe dans le sang, eh bien c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe à traiter et surtout beaucoup plus grave puisque ça peut en fait infecter la totalité du corps. Donc ça, dès qu'on a des bactéries dans le sang, des septicémies, ce sont des urgences médicales absolues parce que sinon ça évolue sans traitement souvent vers le décès. Le deuxième problème, c'est la réaction généralisée du corps à cette bactérie. Dès que les bactéries sont dans le sang, eh bien la réaction inflammatoire de l'organisme est beaucoup plus importante, ce qui fait qu'on est en fait beaucoup plus mal en fait qu'une simple infection locale. On a une fièvre qui est en général intense, on a des symptômes généraux, de la fatigue, de l'asthénie, donc vraiment on est à plat. Et surtout, ça peut évoluer vers le choc septique, c'est lorsqu'en fait la réaction est tellement importante qu'il y a ce qu'on appelle une hypotension parce que en fait les veines vont se dilater, les capillaires vont laisser passer le liquide, c'est à cause de toutes les molécules inflammatoires et les toxines sécrétées par les bactéries dans le sang qui vont faire que justement eh bien, la pression artérielle va chuter. Bon après les détails sont assez complexes, j'en ai parlé dans d'autres vidéos que je vous invite à aller voir pour pas alourdir cette vidéo là, mais l'hypotension, le choc septique, c'est vraiment le stade de gravité eh bien, ultime puisque les gens peuvent vraiment décéder à cause de ça. Si la pression continue de chuter et que les bactéries ne sont pas très vite détruite ou en tout cas on ne diminue pas très vite la charge bactérienne, eh bien ça évolue très rapidement vers le décès. Donc c'est vraiment une urgence vitale et si elle est passée en réanimation, je suppose que c'est parce qu'à un moment donné, elle était soit en choc septique, soit quasiment en choc et donc vraiment l'urgence absolue. Donc les infections généralisées, ce sont des urgences, comme je l'ai dit, à traiter avec des antibiotiques puissants dans les veines pour avoir une action en fait très rapide sur les bactéries et surtout le traitement de la cause du foyer infectieux initial et donc là son infection de site opératoire. Et c'est tout le souci parce que il faut aussi traiter eh bien, la cause. Mais la cause, quand on a mis du matériel, donc que ce soit des prothèses ou du silicone, enfin je n'ai pas le détail de son intervention, mais c'est que ce sont des interventions qui sont longues à traiter. En général, il faut retirer le matériel, mais en tout cas, il faut diminuer la charge bactérienne au niveau local et surtout retirer le matériel infecté parce que dès qu'il y a du matériel, eh bien c'est très difficile à stériliser par les antibiotiques. Ça, c'est des questions en fait de bactériologie, parce que en gros, les bactéries arrivent à faire un film, un biofilm autour du matériel prothétique qui fait que les antibiotiques n'arrivent pas vraiment à aller pénétrer ce biofilm et justement stériliser le matériel. C'est pour ça que dès qu'on a une infection sur par exemple une valve cardiaque prothétique, sur une prothèse de hanche, enfin ou en tout cas tout ce qui va être corps étranger, eh ben il faut déjà mettre des antibiotiques de façon très prolongée, mais surtout retirer quand c'est possible le matériel, sinon on a du mal à le stériliser. Et donc le souci là, c'est que véritablement si elle est réopérée et elle parle donc à raison de nécrose de ses fessiers, c'est qu'effectivement, eh bien si les bactéries vont grignoter localement tout le muscle, tous les tissus au niveau de ses fessiers et en plus la chirurgie peut être parfois délabrante si il faut aller justement retirer beaucoup de matériel au niveau des fessiers, c'est que véritablement ce sont des chirurgies lourdes et comme on l'a vu, elle doit ensuite réapprendre à marcher parce qu'il y a une cicatrice opératoire, parce qu'il y a de la douleur, parce qu'il y a tout ce qui va être post-opératoire plus ou moins compliqué. Donc ça c'est pour le côté médical de la chose à proprement parler, mais maintenant on peut aussi parler du côté problématique entre guillemets d'aller faire les opérations de chirurgie esthétique à l'étranger. Toute opération de façon générale, mais la chirurgie esthétique en particulier parce que, comme vous le savez, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale et donc les prix peuvent être, on va dire, prohibitifs en France, la demande est croissante et il y a des offres, on voit passer régulièrement des pubs sur Facebook, sur Instagram, pour des cliniques qui proposent de faire ça à moindre coût dans des pays étrangers, que ce soit on voit la Turquie, que ce soit les pays du Maghreb, toutes ces structures justement qui vont essayer de vous appâter par les bas coûts. Et je dis pas que le travail est mal fait ou que les chirurgiens ne savent pas opérer, c'est absolument pas ce que je dis, mais simplement, eh bien, le niveau, on va dire, d'exigence, les normes, etc. ne sont pas aussi
exigeantes, on va dire, ne sont pas aussi développées qu'en France, parce que la France a des normes extrêmement strictes en matière de produits, de matières premières, de traçabilité, de stérilité, de normes d'hygiène, etc., que n'ont pas forcément les autres pays. Et donc c'est pour ça qu'il faut se méfier. Dès qu'il y a une réduction du prix de l'intervention, c'est que forcément il y a une réduction des coûts. Alors il y a des coûts qui effectivement peuvent être diminués. C'est sûr que si votre chirurgien travaille sur les Champs-Élysées, bah forcément le prix de l'immobilier est forcément beaucoup plus cher que si vous êtes dans un pays du tiers-monde. Mais à part ça, bah forcément, il y a aussi des normes d'hygiène, etc. qui vont être plus basses. Donc ça, c'est le premier problème, c'est que vous ne savez pas forcément quelle est l'origine des produits. Bref, ça vous l'aurez compris, les normes ne sont pas forcément les mêmes. Mais le souci, c'est lorsqu'il y a une complication. Quand vous allez à l'étranger, vous payez en fait pour une prestation. Par exemple, voilà, on va vous faire telle ou telle chirurgie esthétique. Le souci, c'est que ce sont des organismes privés, donc vous payez à la journée et donc vous prévoyez par exemple, voilà, 4 jours d'hospitalisation, une semaine, bref, c'est un package qui souvent est défini à l'avance. Mais il faut toujours se dire qu'est-ce que je fais s'il y a un problème. Et même si c'est rare, une infection généralisée qui va finir en réanimation et nécessiter plusieurs mois d'hospitalisation, bah, qu'est-ce que vous faites si vous êtes dans le privé? Donc là, elle est à Los Angeles dans une clinique et aux États-Unis, vous savez comment ça se passe, c'est extrêmement cher et à moins d'avoir une très bonne mutuelle qui prend tout en charge, eh bien la journée d'hospitalisation coûte rapidement très cher. Hein. Même en France, en fait, c'est plusieurs milliers d'euros. Une hospitalisation classique, c'est à peu près 1000 et quelques euros. Une hospitalisation en réanimation, donc pour une journée, c'est aux alentours de 3000 euros. Sauf que, en fait, en France, comme c'est la sécurité sociale et les mutuelles qui complètent, et qu'on ne paye rien, en fait, on n'avance pas les frais, eh bien on ne se rend pas compte de ce que ça coûte vraiment. Mais quand aux États-Unis, vous devez avancer les frais, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, hein, mais là, vous vous rendez tout de suite compte que ça coûte très cher et parfois on voit des gens qui sont ruinés à cause du prix de la santé. Donc ça, c'est aussi un problème à prendre en compte, mais aussi c'est une question de responsabilité. C'est que souvent, enfin pas souvent, mais parfois, on va dire le service après-vente n'est pas forcément assuré, et même si le chirurgien esthétique à l'étranger est très bon, est-ce que la réanimation qu'il y a derrière et la qualité des soins, on va dire, de tout ce qui est en cas de complication sera aussi bonne? Parce qu'en France, on a la chance d'avoir un niveau médical qui est extrêmement bon. On peut dire que l'hôpital décline, etc. Mais globalement, le niveau des soins, il est assuré. Et que ce soit les réanimateurs, que ce soit les services d'urgence, bref, tout ce qui est urgent et grave, en France, on a de la chance que tout le monde est pris en charge et que les soins sont d'une extrêmement bonne qualité. Donc tout ça, il faut y penser quand vous allez faire de la chirurgie esthétique à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais si ça tourne mal? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi à prendre en compte, c'est tout ce qui est niveau de bactéries multirésistantes. En France, on a des politiques de santé qui font en sorte de restreindre, on va dire, l'utilisation des antibiotiques. Parce que plus on utilise d'antibiotiques, plus les bactéries s'adaptent et développent des résistances. Mais si vous allez dans certains pays, j'ai par exemple l'exemple de l'Inde où il y a des taux de résistance aux antibiotiques qui sont au plafond. À peu près 80 à 90% des bactéries sont résistantes aux antibiotiques. Mais si vous avez une infection qui est résistante aux antibiotiques, bah la question c'est avec quoi on vous soigne. Et parfois on voit des antibiogrammes, donc on voit la résistance aux antibiotiques, et il y a des bactéries qui sont résistantes à tout. Donc si vous avez à tous les antibiotiques, donc si vous avez une infection qui est généralisée, résistante à tout, bah, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'on fait, et parfois on est vraiment dans des impasses et c'est extrêmement compliqué à traiter. Donc quand il y a un patient de temps en temps, ça va, mais le problème c'est quand il y en a beaucoup, donc ça peut être très problématique. Et j'ai le souvenir, pour l'anecdote personnelle, que quand j'avais voyagé en Inde, j'avais un guide, un chauffeur, la clim était toujours à fond dans la voiture, franchement il faisait 17 degrés alors que dehors il faisait 40 degrés, ce qui devait arriver arriva, le guide chope un rhume, il commence à avoir le nez qui coule, et puis il savait que j'étais médecin, donc il me dit bah qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu penses que je devrais prendre des antibiotiques? Moi je lui dis bah non, déjà baisse la clim, et c'est un rhume, ça va passer tout seul. Bon, plus tard dans la journée, il a toujours le nez qui coule, c'était il y a plusieurs années, hein. Il s'arrête au bord de la route avec le chauffeur, une espèce de boui-boui, il revient, et il me dit ouais, je suis allé là, le mec qui était habillé, enfin bref, le mec c'était pas du tout un médecin, hein, c'était au bord de la route, je vous dis, c'était une échoppe. Et il m'a dit ouais, pour le rhume, prends ça, et il me montre, il me dit qu'est-ce que toi t'en penses, et il me sort une boîte d'antibiotiques, et le mec il avait sorti des antibiotiques qu'en France, franchement pour les prescrire il faut y aller. En gros c'était, bon pour ceux qui savent, des céphalosporines orales et des macrolides. Donc en gros c'était une association d'antibiotiques on va dire de haut calibre, donc qu'en France on n'utiliserait pas en première intention, surtout pour les C3G, bref. Et moi je lui ai dit bah franchement c'est un peu violent, peut-être que moi je les utiliserais pas, mais il me dit ouais mais le mec là-bas il m'a dit que je pouvais le faire.
Donc c'est sûr que si tu achètes en vente libre des antibiotiques comme ça, c'est sûr que oui, forcément 90% des bactéries sont résistantes. Donc attention à ça. Là aussi en France, pour l'instant, avec les politiques de santé, on a un taux de résistance aux antibiotiques qui augmente un petit peu, mais qui reste, par rapport à d'autres pays, bien sûr, assez bas. Et pour finir sur le problème des soins à l'étranger, c'est tout le problème du rapatriement sanitaire. Donc effectivement, comme elle dit, voilà, pour être rapatrié en France quand vraiment les choses vont mal, déjà vous avez intérêt d'avoir une bonne mutuelle, une mutuelle ou une assurance voyage qui vous prend en charge, parce que les rapatriements sanitaires ça coûte très cher selon votre état. S'il faut un médecin qui vous surveille, s'il faut un avion de santé, en gros pas un jet privé mais équivalent, bref ça peut vraiment chiffrer énormément. Mais ça c'est on va dire seulement le problème du prix. On peut imaginer que si vous êtes très riche et que vous faites plein de que vous gagnez bien votre vie, vous n'aurez pas de problème forcément pour payer, encore que je pense que voilà, quand tu fais 10 jours de réanimation, 3 mois d'hôpital, t'as beau être riche, sauf vraiment à être Bill Gates ou actuellement Elon Musk ou Jeff Bezos, ça va vite vous chiffrer, ça va vite vous mettre dans le rouge niveau finance. Mais le deuxième souci d'un point de vue purement médical, c'est le problème du transport à proprement parler. C'est que dans les états les plus graves, selon votre état médical, si vous êtes en choc, si vous avez des dispositifs d'assistance, donc bon, là c'est pas le cas, mais intubation, ECMO pour avoir la circulation extracorporelle dans les cas les plus graves, en fait vous n'êtes pas transportable. Et même avec la meilleure volonté du monde, on peut pas vous faire prendre l'avion pour revenir en France parce que tout transport comporte un risque. Donc indépendamment du prix, c'est parfois des situations très problématiques. Et avant de conclure la vidéo, même si j'espère vous avoir donné déjà pas mal d'informations, à mon sens, il est très important de rappeler que toute intervention comporte un risque et donc attention à la chirurgie esthétique. C'est de plus en plus banalisé, on voit de plus en plus de pubs, que ce soit des pubs directes par soit les chirurgiens esthétiques eux-mêmes sur Instagram, Facebook, etc., soit par les cliniques à l'étranger, parce que voilà, comme je l'ai dit, on reçoit beaucoup de pubs pour des transplantations de cheveux, pour des injections diverses et variées, pour beaucoup de choses. Et tout ça, toute cette pub, mais aussi par la pub indirecte, parce que je vais quand même rappeler que tous les influenceurs de télé-réalité qui vous vendent des trucs miracles, alors voilà, je suis allé me faire les fessiers dans telle clinique, je suis allé me faire des implants dentaires à tel endroit, je suis allé me faire ma poitrine à tel endroit, là on m'a injecté du collagène, du ceci, du cela, et toi tu regardes tout ça, t'as l'impression que finalement c'est des choses sans risque, et tu te dis si mon influenceur préféré le fait, c'est que globalement je lui fais confiance, donc le risque est minime. Et puis si tout le monde le fait, c'est que là aussi c'est quelque chose d'assez banal. Mais il faut se rappeler que aucune intervention chirurgicale, même des choses minimes, même parfois simplement des injections qui sont toutes bêtes, ça peut se compliquer par des abcès. Et puis parfois voilà, l'abcès c'est déjà une complication, mais comme on dit, une première complication qui se complique encore, ça tourne au drame et parfois ça finit par le décès. Donc c'est super important de rappeler ça, que dès que vous avez une chirurgie, y a aucun geste qui est anodin, et parfois c'est toujours le concours de malchance, mais il peut toujours y avoir des conséquences. Donc il faut vraiment peser les indications de la chirurgie et surtout ne pas se dire oui je vais faire ça, c'est pas grand chose. Dites-vous bien que il faut faire attention, et les histoires malheureusement tristes n'arrivent pas qu'aux autres, et les complications peuvent survenir chez tout le monde. Et je suis bien placé pour en parler en cardiologie interventionnelle, qui reste une discipline technique, mais surtout avec des complications qui heureusement sont rares, mais qui peuvent parfois être graves. Si il y a une complication au niveau d'une artère du cœur, ça peut se solder dans le scénario le plus défavorable par le décès. Donc comme on dit, et c'est les règles de bonne pratique en fait, c'est que si la complication survient quand il y a une vraie indication, un vrai bénéfice à tirer pour le patient, c'est quelque chose entre guillemets d'acceptable. Mais ce n'est pas acceptable si l'indication est mal posée. En gros, si c'est pour par exemple rassurer le patient ou qu'il n'y a pas de réelle indication, parce qu'il y a des gens qui sont demandeurs d'examen. Oui, j'ai des picotements dans la poitrine, alors que tous les examens objectifs sont rassurants et qu'on n'y croit pas du tout, on pourrait céder à la facilité et se dire oui je vais aller regarder ce qui se passe, comme ça voilà, il sera rassuré. Sauf que s'il n'y a pas de vraie indication et que ce patient là se complique, voire qu'il meurt ou qu'il a des séquelles irréversibles, là ce n'est pas acceptable parce que l'indication aura été mal pesée. C'est toutes les problématiques de la chirurgie esthétique, c'est que c'est des interventions qui sont pour le confort. Alors effectivement il y a des gens qui ont des vrais complexes, je dis pas que la chirurgie esthétique c'est mal, c'est pas du tout ce que je dis, mais je dis juste il faut pas le prendre à la légère, et il faut bien avoir un délai de réflexion et surtout réfléchir en se disant que parfois il peut y avoir des conséquences. Donc il faut vraiment se dire voilà, avant de me faire refaire le nez, avant de me faire refaire la poitrine, avant de me faire même des injections qui peuvent de fessiers qui peuvent paraître anodines ou des lèvres, eh bien il y a parfois des vraies conséquences. Et donc ce sera la conclusion
de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura apporté des petites précisions médicales qui vous auront été utiles et on peut espérer que Luna elle aille mieux et qu'elle se rétablisse et qu'une fois rapatriée en France, son histoire se soit du passé. Mais voilà, cette petite vidéo, elle sera pour vous rappeler que il faut rien prendre à la légère. Bref, pour conclure, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, ledoc.pm pour avoir toutes les réductions sur mes interventions. Non, je rigole. Bref, allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.